La durée de vie d'un coach sur un banc, c'est environ 300 jours, c'est-à-dire l'équivalent d'une quarantaine de matchs. On est loin de l'époque d'Alex Ferguson, d'Arsène Wenger, de Giroud, qui pouvaient passer jusqu'à une trentaine d'années sur un même banc. La précarisation du métier de coach en fait un véritable métier insensé. C'est un métier qui a ses stars. En Angleterre, les émoluments, l'argent coule à flot, des millions de livres. Les grandes stars des bancs gagnent 20 à 30 fois la rémunération du Premier ministre anglais. Mais c'est aussi un métier qui a ses chômeurs, des chômeurs de longue durée. C'est un métier de contradiction. Pour le public, le coach, c'est souvent l'image du personnage qui marche debout ou s'assoit devant le banc de touche, qui s'agite, parfois imperturbable, parfois stoïque, qui mâchonne un chewing-gum. On peut dire que dans ce métier, il y a une pression émotionnelle tout à fait considérable. Et c'est vrai que les amoureux du foot, et puis aussi les amateurs occasionnels qui regardent les grandes rencontres, s'intéressent assez peu finalement au coach. Ce sont les joueurs, c'est le jeu, ce sont les résultats qui les intéressent. Et s'agissant des coachs, en fait, on ne les connaît que très peu à travers ce qu'ils vivent, leurs départs, leurs arrivées, leurs succès, qui en font parfois, évidemment, des héros. Et ce métier de coach, ce métier insensé, aujourd'hui, il cache toute une activité qui est souvent inconnue pour le grand public. C'est tout le travail, en réalité, dans la coulisse, c'est-à-dire dans la semaine de travail, où il s'agit de préparer les joueurs pour le jour J, semaine difficile en début de saison où il s'agit de faire des choix de recrutement parce que l'effectif, c'est une des clés de la réussite d'une saison. Et souvent, les coachs n'ont pas les mains libres sur ce plan. Ils n'ont pas, évidemment, tous les joueurs qu'ils souhaitent. Ils ont des assemblages, ils ont des complémentarités à trouver. Ils savent qu'ils doivent se séparer de certains joueurs. Ils savent qu'ils doivent prendre des risques et faire des paris avec des jeunes. Ils ont aussi à mobiliser, à travailler sur la motivation. Ils ont en permanence l'idée de cette cohésion, de cette confiance, souvent donnée comme une des clés du succès, et qui n'est loin d'être évidemment une caractéristique que l'on obtient en claquant des doigts. Les coachs sont également confrontés à des aspects tactiques. De plus en plus aujourd'hui dans le football, à l'instar un peu des joueurs d'échecs ou des joueurs de Go, le data a envahi de façon technique et scientifique pratiquement ce jeu. On leur fournit des données constamment. Un joueur aujourd'hui, on sait qu'il va courir 11 ou 12 km dans un match. On sait qu'il va faire 60% de courses très rapides. On sait qu'il va réussir 40% de ses passes. On sait que dans le jeu long, il est déficient. Toutes ces données, des données considérables aujourd'hui, viennent alimenter la réflexion des coachs avec leur staff dans le travail de préparation. Le métier a changé, disent-ils. Il n'est plus du tout comme il était auparavant. C'est un métier aussi où il faut communiquer. De plus en plus, les coachs sont en confrontation avec la presse, sont en confrontation permanente dans les conférences de presse avec les médias. Ils ont affaire avec les questions pièges. Est-ce que vous serez encore sur le banc la semaine prochaine? Ils ont aussi affaire avec des questions redoutables qui concernent la vie intérieure du groupe. Est-ce que votre groupe vous fait toujours confiance? Les coachs, également, ont à relever le défi à chaque match, 2 heures avant en général, et dans un temps fort qui dure 10 à 15 minutes maximum, ce que l'on appelle la causerie. Pep Guardiola dit « La causerie, c'est mon match à moi ». Et ici, on les attend comme des communicants capables d'avoir un impact, capables d'avoir une influence positive sur leur groupe, à la fois pour désinhiber, mais à la fois aussi pour stimuler et créer les conditions du succès. Au total, les coachs aujourd'hui sont à la fois des techniciens, des psychologues, des communicants, des stratèges. On leur en demande beaucoup. Bien entendu, ils ne sont pas bons partout, ils ne sont pas parfaits. Ils ont leurs points forts, ils ont leurs points faibles. Ils ont des diplômes aujourd'hui dans lesquels on leur apprend à travailler sur ces différents registres, qui est loin, évidemment, d'être une science exacte.
Ils avancent, ils progressent, ils sont confrontés à des paris, ils font des gaffes. C'est un domaine d'incertitude où l'incertitude fondamentalement est structurelle. Le football a ce côté improbable, imprévisible, qui fascine en fait le public. On ne sait jamais ce que sera l'issue d'un match, quoi qu'il arrive. Au total, j'ai écrit ce livre avec passion. Passion parce que vivre auprès des coachs, parler à leur oreille, vivre en même temps leurs joies et leurs infortunes, c'est aussi se rendre compte qu'il y a une dimension profondément humaine dans ce métier. Dur, difficile, mais passionnant. C'est souvent ça qui les tient. Donc j'ai voulu dans ce livre faire partager le quotidien de cette vie de coach, de cette vie sur les bancs, qui n'est pas simple, mais qui est quelque part exaltante. En conclusion du livre, 32 coachs ont été interrogés sur la question clin d'œil de la couverture de ce livre. Ils avaient garé l'autobus devant les buts et on a quand même réussi à marquer. Il illustre de façon symbolique un des multiples problèmes techniques, tactiques, stratégiques qu'un coach rencontre chaque semaine. Garer l'autobus devant le but, c'est fermer la porte à marquer justement ce symbolique but qui fait gagner. 32 coachs se sont exprimés pour donner leurs recettes et fournir aux lecteurs les clés de manière à faire bouger ce bus et mettre le ballon au fond des filets. Bon match, bonne lecture.